Euh, Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendant de là où vous êtes. Au nom de Congolese Women Network, le réseau des femmes congolaises, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence Zoom organisée dans le cadre de la semaine de la santé dans le cadre du mois de la République démocratique du Congo au Canada. Je m'appelle Anifa Kalai et je suis l'une des cofondatrices de Congolese Women Network, le réseau des femmes congolaises. Cette première édition du mois de la République démocratique du Congo au Canada, qui a lieu du 1er au 30 juin, est une initiative du réseau en vue de répondre à un triple objectif, celui de contribuer au rayonnement de la RDC au Canada, de rapprocher et de renforcer la solidarité des membres de la communauté congolaise vivant au Canada et aussi de faciliter l'intégration de ces derniers au Canada. Donc, durant ce mois de la RDC au Congo, nous avons organisé diverses activités touchant différents aspects qui permettent d'atteindre ces objectifs. La conférence d'aujourd'hui a pour thème l'hypertension artérielle de la femme et elle est organisée donc dans le cadre de cette semaine de la santé. Et pour cette conférence, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Jean-René Mbuyamba, cardiologue, chercheur et professeur en médecine interne à l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Docteur Marie-Hélène Chaumienne, médecin de famille, professeure adjointe et clinicienne, chercheuse au département de médecine familiale et chercheuse principale à l'Institut du savoir Montfort et titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale et santé de l'immigrant ou du réfugié d'Afrique francophone subsaharienne à l'Université d'Ottawa. Nous avons aussi Dr Sylvie Mbala Katanda, médecin de famille au Saint-Laurent Medical Center à Ottawa et directrice médicale au Centre de santé de longue durée de l'hôpital Montfort à Ottawa. Aujourd'hui, je serai avec Deli Chiabo, qui est aussi l'une des cofondatrices du réseau pour faciliter la discussion. Nous prendrons les questions à la fin de la discussion et je vous encourage donc à poser vos questions dans le chat pendant la discussion ou bien à la fin de la conférence. Les questions qui ne seront pas répondues, faute de temps, seront envoyées à nos panélistes et leurs réponses seront transmises. J'encourage aussi toute personne qui est en ligne ou plus tard à pouvoir ajouter des commentaires au cours de la discussion. Comme vous l'aurez remarqué, pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, on est en train d'enregistrer cette conférence et elle est aussi diffusée en même temps sur Facebook. Donc, je vous demanderai, pour ceux qui sont dans la salle de conférence Zoom, de garder vos micros fermés pendant toute la durée de la conférence. Et j'espère que nous allons passer, je suis sûre d'ailleurs, nous allons passer un bon moment de partage de connaissances et d'expériences en compagnie de nos panélistes. Maintenant, je vais donc donner la parole à Deli pour pouvoir commencer notre discussion. Merci. Merci Anifa pour la parole. Je commencerai par Dr Chaumienne, Marie-Hélène. Marie-Hélène, j'aimerais quand même que tu nous parles de l'hypertension. Quelle est l'ampleur de l'hypertension au Canada, surtout sur les populations noires de l'Amérique du Nord du Canada et du Canada en particulier? Oui, alors merci beaucoup à vous toutes de m'avoir invitée pour cette session. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux partager l'écran pour la présentation? Oui, ça ne nous dérange pas. C'est bon. Parfait. Alors, j'ai pour but dans la première intervention de vous parler sur l'épidémiologie de l'hypertension, l'hypertension étant l'augmentation de la pression artérielle et elle est la première cause de mortalité dans le monde avec plus de 1,5 milliard, presque de personnes qui en sont atteintes et près de 28 000 décès par jour. Il faut reconnaître qu'il existe une journée mondiale de l'hypertension qui a lieu en général aux alentours du 17 mai et le mois de la mesure qui est célébré du 1er mai au 31 juillet. Donc, un petit peu sur la démographie de la population noire au Canada. Donc, on est il y a près de 1,2 million de personnes au Canada qui se sont déclarées être noires en 2016. En 20 ans, la population noire au Canada a doublé. Elle représente actuellement 3,5% de la population totale du Canada. Et selon les projections démographiques de Statistique Canada, d'ici 2036, on approcherait les 6% de la population canadienne comme représentation. La population noire aussi est très jeune, beaucoup plus jeune que la population totale du Canada.
Donc, pour l'épidémiologie, je devais couvrir le Canada et l'Amérique du Nord, heureusement, parce qu'on a quand même très peu de données sur l'hypertension dans la population noire au Canada. Si vous voyez ici, ce sont des statistiques de Statistique Canada qui, selon le groupe d'âge et le sexe, mais c'est toute la population en général au Canada. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que en moyenne, elle est à peu près de 18%, mais ça, c'est pour blancs et toutes les populations confondues. Ce qu'on remarque, c'est qu'elle augmente, cette prévalence augmente avec l'âge. À 65 ans et plus, elle est aux alentours de 44% pour la population générale au Canada et que les hommes, en général, sont un petit peu plus atteints que les femmes. Maintenant, si on regarde du côté des États-Unis qui ont quand même énormément d'écrits sur leur population noire, bien entendu. Alors, les Afro-Américains représentent la prévalence la plus élevée d'hypertension au monde. Les dernières données que j'ai pu trouver chez les Noirs aux États-Unis, ils ont une prévalence jusqu'à 44% chez les hommes et 43,9% chez les femmes. Donc, alors que nous, ici, on est à près de 18%, donc c'est presque une fois et demie, 2 fois ce que nous avons. Les études intercontinentales montrent qu'il y a un certain gradient croissant de la prévalence d'hypertension dans les populations noires. Elle est plus faible en Afrique, elle est moyenne dans les Caraïbes et elle est beaucoup plus élevée dans les zones urbaines, par exemple du Midwest des États-Unis. En Afrique subsaharienne, j'en parlerai pas beaucoup, mais on remarque qu'il y a une différence entre les populations rurales et les populations urbaines, les populations urbaines étant plus affectées, comme on peut s'attendre, en fait, de suivre les modes de vie occidentaux, ce qui n'est pas toujours les bonnes choses à faire. Ce qu'on retrouve au Canada, on a une étude qui a été publiée en 2010 qui rapporte une prévalence dans la population noire d'à peu près 24%, alors que chez donc les Canadiens, c'est à peu près 17%. Venestra, lui, a trouvé une prévalence qui est aussi à peu près 1,5 fois plus élevée en tenant compte de l'âge et du sexe. Et lui a aussi tenté d'expliquer à quoi était dû ce risque plus élevé. Et il n'était pas capable dans cette étude-là de l'expliquer ni par le niveau socio-économique, ni par le fait d'habiter soit à la ville ou à la campagne ou d'autres facteurs comme la discrimination ou d'autres choses avec lesquelles on pourrait expliquer le risque plus élevé. Il a par la suite étudié ce que nous, en Statistique Canada, on a une enquête qui se fait à peu près tous les 2 ans, une enquête sur les collectifs de santé, sur les collectivités canadiennes, et il a regardé différents cycles pour pouvoir avoir un nombre suffisant de participants, et c'était pour les personnes de plus de 25 ans. Donc, il a retrouvé que les femmes noires étaient plus susceptibles que les femmes blanches, 2,5 fois plus, de déclarer avoir une hypertension. Les hommes noirs étaient 1,5 fois plus que les hommes blancs à rapporter souffrir d'hypertension. Et en ajustant soit pour le statut socio-économique ou en ajustant pour le style de vie ou l'index de masse corporelle ou le surpoids, ceci changeait en fait peu les résultats. Il a aussi poursuivi avec un sondage téléphonique et là aussi, il a retrouvé à peu près une prévalence d'à peu près 25% et demi des Noirs qui rapportaient, hommes et femmes confondus, qui rapportaient donc de l'hypertension. Il a essayé d'expliquer cet écart. Donc, c'est vrai que les Canadiens noirs étaient plus susceptibles de faire état d'expériences soit discriminatoires, majeures et routinières. Ils étaient moins souvent éduqués, moins éduqués et plus pauvres. Ils étaient plus susceptibles que les autres types d'immigrants à déclarer une hypertension. Et parmi les facteurs explicatifs, en fait, la seule qui a vraiment été significative, c'était le niveau d'éducation. Alors, ce qui est important, je terminerai, je pense, avec cette diapo pour l'épidémiologie. Donc, la mortalité, il faut comprendre que la mortalité due à l'hypertension est excessivement élevée. Parce que l'hypertension entraîne énormément de complications, qu'elles soient au niveau des vasculaires, cardiaques, rénales, cérébrales. Donc tout ça tous les décès qui sont attribuables à l'hypertension sont élevés.
La mortalité par AVC est 80% plus élevée chez les Noirs que chez les Blancs. Par maladie cardiaque, elle est 50% plus élevée et dans les taux d'insuffisance rénale terminale, elle est 32% plus élevée. Si on regarde, selon la CDC, le Center for Disease Control des États-Unis de 2008, il rapportait que pour les hommes noirs, pour le taux de mortalité dû à l'hypertension pour 100 000 habitants était de 51 pour les noirs versus 15 pour les blancs, et pour les femmes, elle était de 40 versus 15. Donc, c'est à peu près un taux de mortalité qui est à peu près 3 fois élevé que la population blanche, donc excessivement élevé. Alors voilà, c'est ça. Donc, je passe la parole au professeur. Merci. Ah oui, Marie-Hélène a déjà passé la parole au prof Mbuyamba qui va aussi essayer de nous brosser l'épidémiologie de l'hypertension au Congo. Est-ce que les taux de mortalité aussi élevés qu'ici, comme la population noire? Qu'est-ce que vous nous dites, docteur Mbuyamba? On ne vous entend pas? Votre micro est fermé. Non? Non, on ne vous entend toujours pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. OK. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir échanger avec vous sur la situation de la maladie hypertensive en RD Congo. Je suis désolé, j'aurais pu amener quelques slides, mais je vais essayer de vous dire l'essentiel. La prochaine fois que j'amènerai quand même un set de slides pour vous donner des chiffres les plus éloquents. J'aimerais tout de suite dire qu'en matière d'hypertension artérielle, nous n'avons pas une statistique nationale. Nous avons plusieurs études, plusieurs enquêtes qui ont été menées sur ces 3 dernières décennies, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu ruraux de la RD Congo. Et nous avons quelques informations, je dis bien, qui sont parcellaires, mais qui indiquent clairement l'importance de cette situation dans la population générale. Disons tout de suite que cette prévalence dans la population générale âgée de 18 ans et plus, dans les milieux urbains, se situe, dépendant des lieux où les études ont été faites, entre 25 et 44% pour des personnes âgées de 18 ans et plus. Et d'une manière générale, la prévalence est plus élevée dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. C'est une observation assez fréquente dans la plupart des milieux africains où l'on trouve toujours que la population urbaine, avec ces stress liés à la vie urbaine, ont une prévalence de l'hypertension artérielle plus élevée qu'on trouve dans les milieux ruraux où la prévalence se situe aussi entre 20 et 30%. Il faut dire que cette prévalence a changé un petit peu, tenant compte de quoi? Tenant compte des normes que l'on a prises. Si vous prenez les études d'il y a à peu près 25 ans où les critères étaient une pression systolique de 160 et une pression diastolique de 95 mm de mercure, eh bien, la prévalence était légèrement plus basse. Aujourd'hui, c'est en prenant les seuils de 140 pour la systolique et de 90 mm de mercure pour la diastolique qu'il y a ces données que je viens de brosser. La pression artérielle élevée est trouvée aussi bien chez la femme que chez l'homme.
mais en général, l'hypertension est plus fréquente chez l'homme que chez la femme. On trouve une différence de 3 à 4% en milieu urbain. Mais une des caractéristiques épidémiologiques de l'hypertension chez nous au Congo, c'est que si l'hypertension, la prévalence, là où elle a été étudiée et connue, elle est caractérisée par le fait que la majeure partie de la population qui est investiguée ignore qu'elle est hypertendue. Ainsi, sur 100 personnes qui sont hypertendues, à peine 35-40 savent qu'ils sont hypertendus. Et le reste ignore le fait d'être hypertendu. Cela se comprend quand on tient compte de la nature silencieuse de la maladie hypertensive qui n'a pas de symptômes avant que ne surviennent les complications. Et comme la majorité de malades ne se connaissent pas, ne se reconnaissent pas hypertendus, de même, très peu de personnes sont traitées. Disons que sur les 100% des malades qui se connaissent hypertendus, pour plusieurs raisons, nous n'avons qu'à peine 40-50% qui sont sous traitement. Et de ces personnes qui sont sous traitement, nous avons à peine 15 à 25% qui sont bien traités. Et donc, il faut considérer que la prévalence est élevée, la connaissance de la maladie est médiocre, l'accès au traitement est vraiment marginal et très peu de personnes qui sont traitées sont correctement traitées. Ce qui fait qu'il y a un risque élevé chez les malades hypertendus en milieu congolais. Du reste, d'ailleurs, l'hypertendu congolais est un individu à haut risque parce que l'hypertension chez les Congolais court rarement isolement. La plupart des malades hypertendus que nous avons répertoriés ont d'autres facteurs de risque cardiovasculaire associés. Et nous avons même une étude d'un collègue qui a montré que 68% des hypertendus ont un risque élevé parce qu'ils ont au moins 3 facteurs de risque cardiovasculaire en plus. Voilà pour ce qui est de l'hypertension dans la communauté. Elle existe, elle n'est pas connue, elle n'est pas traitée et elle est insuffisamment traitée. Dans les milieux hospitaliers, l'hypertension est à la base de plusieurs complications morbides, d'une forte morbidité et d'une forte mortalité. J'aimerais vous dire, par exemple, si vous parcourez toutes les salles des soins intensifs de la ville de Kinshasa, vous trouverez que sur 10 malades hospitalisés, 7 le sont pour une complication liée à l'hypertension artérielle, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque ou une atteinte rénale. Disons que dans le milieu chez nous, l'accident vasculaire cérébral est pour plus de 55% dans sa mortalité liée à la maladie hypertensive. Les autres facteurs qui y conduisent apparaissent particulièrement marginaux. Voilà ce que je peux encore dire à ce niveau pour ce qui est de la prévalence de la maladie hypertensive dans la communauté et en milieu hospitalier congolais. Okay, merci, prof. Merci beaucoup. C'est que je retiens qu'il y a quand même une petite similarité entre la population noire en Amérique et particulièrement au Canada. C'est la prévalence, elle est élevée chez les hommes. Ça nous retient, non? Elle est plus élevée chez les hommes. Bon, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Vous avez un peu essayé de parler des complications, vous avez parlé des AVC, mais c'est qu'on aimerait savoir d'abord quelles sont les causes de l'hypertension. Que peut-on faire pour prévenir l'hypertension? Les communs des mortels. Comment est-ce que quelqu'un peut prévenir l'hypertension?
Oui, lorsqu'on parle de l'hypertension artérielle, on est d'abord, en ce qui concerne son étiologie, on est un peu triste de constater que plus de 95% des malades qui sont hypertendus n'ont pas une cause connue, identifiable de leur maladie hypertensive. C'est ce que nous appelons l'hypertension artérielle essentielle. Il n'y a que pour moins de 5 personnes, de 5%, de 5 malades sur 10, qu'il y a une cause décelable, et on parle de l'hypertension artérielle secondaire. Dans ces cas, une cause peut être retrouvée, et dans ces cas-là, en éliminant cette cause, on peut guérir l'hypertension à moins qu'elle n'ait évolué pour son propre compte. Mais pour les 95%, il n'y a pas de cause connue. Il y a un ensemble de facteurs qui peuvent prédisposer à la survenue de l'hypertension, parmi lesquels il y a des causes qui sont inhérentes, des facteurs qui sont inhérents à l'individu. C'est notamment l'âge, parce que la pression artérielle augmente avec l'âge, et l'hypertension aussi se développe en fonction de l'âge. Le sexe, nous l'avons dit, le sexe masculin est le plus exposé. Bien sûr que la femme, tant qu'elle est femme, c'est-à-dire avant la ménopause, eh bien, elle est protégée. Mais au-delà de la ménopause, elle est aussi susceptible d'être frappée par l'hypertension que l'homme. Et il y a les gènes, bien sûr l'hérédité, qui est une autre cause possible qui favorise le développement de l'hypertension. Bien entendu, il y a quelques gènes qui, à eux seuls, peuvent entraîner, mais ils sont rares. La plupart des fois, l'hérédité, en termes de gènes, est polygénique. Donc, il y a tout un ensemble de gènes qu'on peut hériter et qui favorisent, qui prédisposent, lorsqu'il y a interaction avec les facteurs de l'environnement, au développement de la maladie hypertensive. Voilà donc les facteurs inhérents, mais il y a aussi les facteurs de l'environnement, qui sont souvent les mêmes que pour la plupart d'autres maladies non transmissibles. Je pense ici à l'inactivité physique, je pense ici à la consommation de l'alcool, je pense ici à une mauvaise alimentation où il y a un excès de consommation de sel, un déficit de consommation de fruits et de légumes. Et il y a bien entendu les situations stressantes qui peuvent également être à la base. J'ai parlé de l'obésité, le surpoids, obésité, avec une certaine résistance à l'insuline qui en découle, peut également prédisposer au développement de l'hypertension artérielle. Voilà en ce qui concerne les causes. On n'a pas de causes individualisées, on a une interaction entre les facteurs constitutionnels et les facteurs du comportement et de l'environnement. Et donc, parler de prévention de la maladie hypertensive, eh bien, c'est agir essentiellement sur ces causes comportementales, les causes de l'environnement que l'on peut modifier. Et en les modifiant, on peut effectivement diminuer la prévalence de l'hypertension. On peut également contrôler dans une large mesure l'hypertension chez ceux qui sont déjà malades. Oui, merci, professeur. Avant que je me retourne au docteur Marie-Hélène, j'aimerais d'abord que vous nous dites quels sont les chiffres normaux de l'hypertension. On n'a pas entendu parler de ça, vous avez parlé. Quels sont les chiffres normaux? Quand est-ce qu'une personne peut se dire qu'il est hypertendu? Et peut-être nous brosser un petit peu la définition, et je vais passer la parole à Marie-Hélène à présent.
OK. L'hypertension est une drôle de maladie qui se définit par sa conséquence et non pas par ses causes, comme vous venez de le voir. Et la conséquence, c'est l'élévation de la pression artérielle au-delà des normes qui sont admises. Ces normes traduisent d'ailleurs le cycle, l'activité du cœur. On donnera toujours deux chiffres, un chiffre un peu plus grand, qu'on appelle la valeur systolique, et un chiffre un peu plus petit qui est la valeur diastolique, qui détermine les deux temps de l'activité du cœur. Au moment où le cœur se contracte et jette le sang dans la circulation, c'est la systole. La tension est élevée. Chez les personnes normales, elle doit être aujourd'hui considérée comme inférieure à 120 mm de mercure. Lorsque elle atteint et dépasse 140 mm de mercure, on parle de l'hypertension. Le deuxième chiffre est inférieur, on va même égal à 70 mm de mercure, mais on considère surtout inférieur à 80. Lorsque ce deuxième chiffre atteint et dépasse 90 mm de mercure, on pense qu'il s'agit de l'hypertension. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de signes propres, des symptômes propres à l'hypertension. Il faut procéder à une mesure correcte de la pression artérielle, reprise plusieurs fois, avant de pouvoir étiqueter un individu d'hypertendu. Ok, merci, professeur Bouyamba. Tantôt, j'ai parlé de Dr Marie-Hélène Chomienne, c'est parce que je n'avais pas vu Dr Mbala dans la salle. Alors, je vais d'abord passer la parole à Dr Mbala, qu'elle puisse nous parler un peu de la particularité de l'hypertension chez la femme. Quelles sont les vulnérabilités dues à peut-être aux hormones et tout, qu'elle puisse nous brosser ça. Et c'est par après que nous allons retourner chez professeur Marie-Hélène Chomienne. Oui, bonjour Dr. tout le Mbala. monde. Oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez? On vous entend très bien. OK. Merci de l'invitation, ça c'est la toute première chose. Merci beaucoup pour l'invitation et merci également à l'audience qui est présente et pour l'attention, pour ces journées que vous avez organisées. Félicitations pour l'organisation. Je tiens à m'excuser pour le retard. J'ai envoyé des messages à tout le monde en disant que c'était à 19h30 et j'ai été surprise de voir que j'étais en retard de 30 minutes sur l'horaire que j'avais envoyé à tout le monde et je suis vraiment désolée pour ça. C'est accepté. Oui, désolée infiniment. Je n'ai pas besoin de me présenter, vous l'avez déjà fait, c'est ça? Oui, on vous a présenté comme vous n'étiez pas là. OK, c'est parfait, d'accord. OK. L'hypertension artérielle chez la femme, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, la femme a moins de risques de développer une hypertension artérielle. Quand on parle de facteurs de risque, la femme est moins à risque comparée à l'homme. C'est sûr que la femme a cet avantage d'avoir ces hormones qui sont protectrices pour elle jusqu'à un certain âge. Et puis, quand arrive la ménopause, à ce moment-là, elle peut avoir beaucoup plus de facteurs de risque qui sont élevés à cause de la pression artérielle et elle peut développer l'hypertension. Je ne reviendrai pas sur ce que le professeur a dit parce qu'il a brossé la totalité de l'hypertension, que ce soit chez les individus en général, féminins ou masculins. Mais la particularité de l'hypertension artérielle chez la femme, c'est plus si elle est en train de prendre certaines hormones. À ce moment-là, elle peut avoir un risque un petit peu élevé d'augmenter sa pression artérielle et puis en cas de ménopause. Sinon, il n'y a pas d'autres particularités comparées à l'homme.
Oh oui, il y a une seule différence aussi. La femme, elle tombe enceinte. Est-ce qu'on peut peut-être parler de ça? La femme, quand elle est enceinte, est-ce qu'elle est sujette à l'hypertension? Est-ce un danger? OK. Oui, ça, c'est un autre topic, c'est un autre sujet. Il y a cette femme qui est connue pour hypertension artérielle. On va voir deux cas de figure. Il y a cette femme enceinte, cette femme qui, avant d'être enceinte, elle est déjà connue hypertendue. Et puis, il y a cette autre femme qui n'a pas d'hypertension artérielle et qui développe l'hypertension artérielle durant la grossesse. On va parler des deux cas. Le premier cas, on parle d'une hypertension préexistante avant la grossesse, avec les chiffres qui ont été décrits tout à l'heure de 140 à 90, avec le risque, initialement en début de grossesse, les hormones de grossesse vont faire qu'elle peut avoir une pression artérielle normale, mais après la 20e semaine, elle peut être un risque à développer ce qu'on appelle parfois une prééclampsie ou plus tard une éclampsie. Ça, c'est madame qui est enceinte et qui était connue avant hypertendue. Et puis, il y a le deuxième cas de figure qui concerne une femme qui n'était pas du tout hypertendue et qui, après la 20e semaine de grossesse, développe l'hypertension artérielle. Et dans les deux cas, c'est des patientes qui sont à risque de développer la prééclampsie ou l'éclampsie. Il faut bien entendu faire la différence entre les deux. Elles ont des pressions artérielles qui sont élevées, mais ça s'arrête là. Mais quand il y a en plus de cela des protéines qui se retrouvent dans les urines, à ce moment-là, on parle de cette prééclampsie. Et quand il y a plus tard le cas grave qu'on pourra parler plus tard si on a le temps, à ce moment-là, c'est une éclampsie avec d'autres considérations médicales. Dès qu'on constate que madame est enceinte avec des pressions artérielles élevées avant ou pendant la grossesse, la prise en charge doit être faite immédiatement. Les mesures de base sont les mêmes, une hygiène de vie saine. Celles qui doivent prendre des médicaments, on leur donne des médicaments appropriés par rapport à la grossesse. Il y a des médicaments qu'on donne chez une femme non enceinte qui ne sont pas compatibles avec la grossesse. On doit changer pour les médicaments qui sont sécuritaires pour l'enfant. Et si les pressions artérielles continuent à monter à plus de 160, à ce moment-là, il y a d'autres mesures qu'il faut prendre en considération pour traiter cette femme qui avait cette hypertension préexistante ou l'hypertension qui est survenue après les 20 semaines de grossesse. Merci beaucoup, docteur, pour cette intervention. C'était vraiment très capital pour que la femme, si elle est prise en charge à temps, on évite les complications. Et on aimerait quand même parler de la prévention et du traitement. Là, Anifa, je te passe la parole pour enchaîner avec Dr Marie-Hélène. On ne voit plus, hein? On ne te voit pas, Anifa. Okay. C'est mieux? OK, c'est mieux comme ça. Bien, merci, merci Délie. Donc, je vois qu'au niveau, on en est là avec la conversation. Maintenant, on a compris, on devrait avoir compris ce que c'est que l'hypertension. On a compris l'ampleur de cette maladie dans le monde et plus particulièrement chez les personnes noires. Donc, maintenant, la prochaine question très évidente, ce serait de se demander, mais OK, c'est une maladie, se demander si c'est une maladie qu'on peut prévenir, je pense qu'on en a un peu parlé. Est-ce que c'est une maladie qu'on peut traiter? Et est-ce que c'est une maladie dont on peut guérir? Donc, peut-être ma première question à Marie-Hélène sera donc dans le sens de la prévention. Comment peut-on prévenir? Comment peut-on empêcher ou même retarder la survenue de l'hypertension artérielle? Bon, ben merci. Je vais peut-être à nouveau partager mon écran, si ça ne vous dérange pas.
Il faudrait juste que je le trouve. Ok. Je n'ai pas besoin, si vous voulez, je ne partage pas. Donc, en fait, la prévention, je pense que le professeur en a déjà parlé un petit peu. Et je crois qu'il y a différentes choses qu'on peut regarder par rapport à la prévention. Je crois que pour moi, d'abord, une des premières choses, c'est, bon, comme tu disais, Anifa, guérir, je pense que l'hypertension artérielle est vraiment de cause essentielle, comme disait le professeur. Donc, on n'a pas de cause particulière, sauf les 5% qui ont une cause secondaire et puis qu'on peut traiter. En général, l'hypertension se contrôle, mais ne se guérit pas. Donc, une des premières des choses que je vois, c'est d'essayer de retarder la survenue de l'hypertension avec des mesures de modification, soit de comportement, de style de vie, comme a parlé le professeur, c'est-à-dire d'adopter une diète, un régime faible en sodium ou souvent aussi enrichi en potassium, éviter, comme disait aussi, le surpoids, l'inactivité, éviter le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et les situations stressantes, autant que faire se peut, c'est pas toujours facile, mais au moins si on en est conscient, certainement, on peut essayer de se mettre à l'abri ou de contrôler en consultant pour notre stress. Je pense qu'une autre des choses, c'est vraiment d'améliorer la connaissance des facteurs de risque qui sont non modifiables et une sensibilisation, des campagnes de sensibilisation tant pour le public que pour les professionnels de santé. Surtout quand on parle d'hypertension dans la population noire, il y a encore des choses qui ne se savent pas, notamment chez les Noirs, ça survient souvent plus tôt, souvent de façon beaucoup plus sévère. Moi, je pense que les crises hypertensives que j'ai vues dans ma carrière ont été essentielles. Avec rétinopathie, papilledème, c'était des personnes de race noire. Donc, certainement, il faut que les professionnels de santé soient conscients. Certainement, aller chercher, être conscient soi-même des antécédents familiaux, le côté génétique de l'hypertension dans la famille, aussi de savoir s'il y a eu de l'hypertension gravidique, parce que c'est sûr que soit chez une femme qui a déjà eu d'hypertension gravidique ou qu'il y en a dans la famille, on peut être plus à risque, ou des histoires d'AVC dans la famille, de maladies cardiaques prématurées ou d'insuffisance rénale. Donc, si vous avez un patient, une personne qui, l'oncle, la tante ou n'importe qui, était sur dialyse, ça peut certainement évoquer qu'il y a déjà de l'hypertension dans la famille. Il y a un facteur de risque qui est ressorti aussi, c'est le faible poids à la naissance. Alors, le faible poids à la naissance, ça serait peut-être en lien avec, si on est peut-être prématuré, une masse de néphrons qui serait plus déficiente, qui pourrait nous mettre à risque de faire de l'hypertension. Savoir que personnellement aussi, moi j'ai souvent des patients qui viennent, ah bah oui, j'ai toujours eu un petit peu de pression, c'est limite, mais finalement, ils ne sont pas assez conscients pour venir consulter plus souvent ou plus fréquemment ou vérifier. On est juste à la limite, 139, 85, 130 sur 89. Donc c'est peut-être des puces à l'oreille, donc essayer que les gens connaissent ces facteurs de risque et aussi peut-être la prise de poids à l'âge adulte. Il faut donc, je pense aussi, accroître la détection précoce de l'hypertension. Alors, en sensibilisant les professionnels de santé et le public à prendre sa pression à l'occasion, peut-être une fois par année, une fois par mois. Bon, autrefois ici, avant la COVID, il y avait des machines à pression dans les pharmacies, on les a enlevées depuis la COVID, mais c'est jamais inintéressant d'avoir peut-être, comme on a un thermomètre, peut-être avoir une machine à prendre la pression à la maison pour de temps en temps vérifier sa pression, surtout si on sait qu'on a des antécédents dans la famille ou qu'on a des antécédents personnels. Donc ça, c'est certain qu'il faut essayer d'accroître la détection précoce. Et je pense que pour nous, maintenant, au Canada, on est de moins en moins porté à faire des examens annuels. Ce n'est plus, fait partie des recommandations, mais c'est certain qu'il faut prendre l'habitude chez chaque personne qui vient dans son bureau de vérifier la pression. C'est une manière de détecter la pression précoce chez les patients que l'on voit dans les bureaux. Puis, l'autre chose, je pense, dans la prévention d'hypertension, mais c'est aussi la prévention des complications. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc, c'est de pouvoir mettre en place un traitement qui est adéquat.
et puis de pouvoir s'assurer que le contrôle à long terme de la pression se fait de manière adéquate aussi, pas simplement de donner le traitement, mais s'assurer que le traitement est efficace et fonctionne et marche. Et aussi continuer à réduire tous ces facteurs aggravants pour les maladies cardiovasculaires, comme essayer d'éviter la survenue du diabète, trop d'alcool, le tabac. Bon, il y a la réduction de la pauvreté, c'est un petit peu pas toujours facile, ça ne dépend pas toujours de nous. Il y a aussi une cause ici dont on parle souvent, c'est l'apnée du sommeil, qui est aussi amène aussi des complications avec l'hypertension. Puis, comme toujours, l'inactivité et le surpoids, qui est peut-être un facteur qui explique pourquoi dans le rural, ils en ont moins aussi. Ce n'est pas simplement le régime alimentaire, mais je pense qu'ils sont un peu plus actifs et ont moins tendance à avoir du surpoids parce qu'ils bougent et ils sont toujours très actifs, certainement, en tous les cas, tant ici que peut-être en Afrique. Alors, le traitement. Le traitement, c'est une cible mouvante. On nous donne des lignes directrices régulièrement qui changent, qui se modifient. Mais pour les personnes de population noire, on a essayé d'abord d'examiner pourquoi ils étaient plus à risque des fois et quelle était leur pathophysiologie qui semblait être un petit peu différente de celle des Blancs en général. Et ce qu'on trouve chez la population noire, puis peut-être que le professeur pourra me dire si j'ai raison ou de ce que des lectures que j'ai faites, c'est qu'en fait, il y a une sensibilité au sel qui est beaucoup plus marquée. Donc, un régime pauvre en sel va certainement être beaucoup plus efficace parce qu'ils ont une sensibilité au sel. Et de fait, de cette sensibilité au sel, l'hypertension aussi va entraîner beaucoup plus fréquemment dans les populations noires une hypertrophie ventriculaire gauche et la néphropathie hypertensive plus qu'une maladie coronarienne, comparativement aux Blancs. Puis l'autre particularité, c'est qu'ils ont souvent un taux de rénine qui est basse, rénine-angiotensine, comparativement aux sujets blancs. Donc, si on départage un petit peu, on aurait à peu près, si vous voulez, de façon schématique, deux types d'hypertension essentielles. Celle où il y a une rénine élevée, comme on retrouve essentiellement chez les jeunes blancs ou chez les blancs, et cet type d'hypertension où la rénine est élevée, on va travailler avec des médicaments qui vont venir antagoniser un petit peu, si vous voulez, la rénine et qui s'appellent les inhibiteurs de l'enzyme de conversion d'angiotensine et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. Du côté de la pression, l'hypertension essentielle, qui est un peu plus sel dépendant et avec une rénine basse, alors là, on va surtout travailler avec des diurétiques qui vont avoir tendance à éliminer en fait cette réabsorption excessive de sodium qu'on retrouve chez ces personnes-là, donc les diurétiques et aussi les médicaments qui ont été préconisés, c'est vraiment les vasodilatateurs. Et étant donné que la rénine est plus basse, on ne se sert pas de façon privilégiée des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. J'espère que pour l'instant, c'est bien. Alors, il y a eu un consensus de la Société internationale sur l'hypertension chez les Noirs aux États-Unis, International Society on Hypertension in Blacks, qui ont en 2003 fait les recommandations qu'on pouvait aller avec une monothérapie, notamment chez les Noirs. Quand on commençait avec une monothérapie, ça veut dire un seul médicament. Le choix, c'était soit des antagonistes du calcium, c'est-à-dire nifedipine, amlodipine, qui sont les plus vasodilatateurs des antagonistes calcium, et les diurétiques thiazidiques, notamment l'hydrochlorothiazide et l'indapamide. Étant donné que le système rénine-angiotensine aussi avec l'aldostérone est activé, on peut aussi utiliser les antagonistes de l'aldostérone, la spironolactone, l'amyloride. On ne le fait pas de premier abord, mais ça peut être des fois des ajouts qu'on fasse. Ça fait partie des recommandations. Alors, si on trouve que la pression artérielle est de 15 à 10 mm au-dessus de la cible qu'on s'est donnée, 140-90, c'est-à-dire si on a quelqu'un qui est, disons, dans les 155 sur 100, il est recommandé, ce consensus rapporté, d'initier directement 2 antihypertenseurs.
Si de plus, ou autre cas, c'est que le patient a aussi une autre maladie concomitante, comme une maladie rénale ou du diabète, à ce moment-là, il est recommandé d'utiliser les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Et ceux qui ne sont pas familiers, c'est par exemple des médicaments comme le ramipril, l'isinopril, ce genre de médicaments qui sont des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on traite un patient? On a des cibles et les cibles sont d'autant plus sévères ou rigoureuses que le patient a déjà en cours une maladie rénale ou un diabète ou un syndrome métabolique ou une maladie vasculaire connue ou une maladie cardiaque. Et là, il faut être agressif et il faut être très sévère car il faut vraiment maintenir la pression dans les 130/80 et même plus bas, c'est encore mieux. Si on atteint 120/70, on est très heureux. Donc, quand il y a des maladies concomitantes vasculaires à risque qui aggravent l'hypertension et ses complications, on est vraiment très sévère et on surveille de près. Alors, le taux de contrôle de la pression artérielle reste malgré tout faible. On a beau être connaissant des études ont démontré, par exemple, ils ont fait une étude qui est sortie en 2020 et c'est sorti pendant la COVID, pendant que justement on regardait toutes les inégalités raciales qu'il pouvait avoir par rapport à la COVID. Et cette étude sur l'hypertension regardait comment avait été le contrôle de la pression depuis 2000. Donc, entre 2000 et 2018, donc à peu près sur 18 ans, donc presque 20 ans, on a remarqué que finalement, il y a déjà toujours la disparité entre les Noirs et les Blancs, ça c'est aux États-Unis, est restée la même, voire même s'est aggravée. Alors qu'en 2000, on avait 35% de la population blanche qui était bien traitée, qui avait un contrôle adéquat. La population noire, c'était 30%. Et en 2018, la différence était d'à peu près de 7%, 45% de la population blanche était adéquatement traitée versus 38% chez les Noirs. Ce qui est impressionnant, c'est que si on vous dit qu'à peu près 40% de la population est bien traitée, ça veut dire que 60% n'est pas bien traité, ce qui est énorme encore. Alors, ça avait fait un tollé quand c'était sorti. J'écoutais souvent JAMA parce que je n'avais pas grand-chose à faire. J'étais sur des podcasts et c'était vraiment, c'est tombé comme un pavé dans la mare. Comment ça se fait que depuis 20 ans, on n'est pas capable de mieux contrôler la pression chez les personnes traitées, sans parler celles qui sont, comme disait le professeur, qui sont hypertendues et non traitées, qui ne savent pas qu'elles sont hypertendues et ne sont pas traitées. Donc, on n'est pas capable de mieux faire, malgré toutes les lignes directrices, malgré toutes nos connaissances, et quand même, les gens sont quand même de plus en plus informés, et qu'on n'est pas non plus capable de réduire cette disparité raciale depuis 20 ans. C'était vraiment catastrophique pour tous les gens qui étaient là. Alors, c'est donc excessivement déplorable et d'autant plus déplorable qu'on sait que cette hypertension mal contrôlée va amener toutes les complications qu'on a dit qui vont être responsables de mortalité très élevée chez ces patients-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment interpellé la communauté scientifique. En tous les cas, aux États-Unis, c'était très clair. Alors, ils ont, parallèlement à ça, Munter, qui a fait cette étude, a démontré qu'il y avait en fait eu un déclin de la sensibilisation et du contrôle qui était donc auprès des populations. Donc, on ne fait pas assez de travail auprès des populations et des professionnels de santé pour vraiment assurer un traitement adéquat de l'hypertension une fois qu'elle est détectée. Donc, vraiment un problème de santé publique majeur. Par contre, ce qu'ils ont pu démontrer après par la suite, parce que là, les articles sont sortis à la tonne, il y a des programmes qui sont exemplaires aux États-Unis, notamment il y a des programmes par l'assurance, la Kaiser Permanente, qui ont démontré qu'ils sont capables d'améliorer le contrôle de la pression artérielle et de réduire les disparités raciales. Donc ça, c'était étonnant. Et ça, donc tout le monde a regardé qu'est-ce qui se passait dans ces cliniques où on avait des taux de réussite où 80% des gens qui sont bien traités, ça veut dire qu'il en reste que 20% qui ne sont pas bien traités. Et les principales caractéristiques de ces programmes, c'était d'abord, que c'était une équipe multidisciplinaire, donc il y a
Il y a la diététicienne, il y a les médecins, il y a peut-être les gens pour faire de l'exercice, il y a peut-être la travailleuse sociale qui essaye de regarder qu'est-ce qui se passe, le stress, les psychologues. Et il y a aussi, surtout, ce qui est très important, puis que ça, on l'a appris aussi avec la COVID, c'est ils tenaient vraiment compte de la race ou de l'ethnie dans les domaines de la communication. Comment on allait communiquer les informations? Comment on allait informer les patients de l'importance du traitement pour de l'autogestion? C'est des particularités pour chaque personne, mais en tout cas pour chaque, je pense, ethnie ou population vulnérable. Il y a des façons différentes d'approcher les gens pour leur faire comprendre c'est quoi le risque. Parce que toutes ces personnes-là, et puis je lisais, c'est que souvent, en tous les cas aux États-Unis, par exemple, rien que pour le diabète, dans des groupes de discussion, ils avaient démontré que, beaucoup pensaient que l'insuline était contaminée, puis allait avoir énormément d'effets secondaires, allait soit leur donner des cancers ou les stériliser. Et ils pensaient que toutes ces causes du diabète, en fait, c'était de l'héritage de l'esclavage. Donc, il y a beaucoup de travail à faire avec les populations pour bien leur faire comprendre qu'est-ce que c'est. Et ce qui était étonnant, c'est que dans ces cliniques, ils n'utilisaient pas les algorithmes de traitement dont je vous ai parlé, qui tenaient compte de la race ou d'origine ethnique. On suivait les recommandations habituelles du traitement de l'hypertension de façon comme on le faisait avec la population générale. Donc, le paradigme noir-blanc pour le traitement d'hypertension semblait s'appliquer à un pourcentage de plus en plus faible de la population hypertendue. Et ils avaient vraiment simplifié au maximum donc, les différentes lignes directrices pour ces populations-là. Alors, beaucoup ont parlé, et notamment, il y a un gourou de l'hypertension dans la population noire aux États-Unis qui s'appelle John Flack, qui est interniste à l'Université d'Illinois à Springfield, et qui, lui, a siégé donc justement sur la Société américaine d'hypertension pour les Noirs, mais il est aussi président de la Société américaine de l'hypertension, qui pour lui, c'était clair qu'il faut adopter des modèles de soins qui prennent en charge la santé d'un point de vue global, pas simplement l'hypertension, mais tout ce qu'il y a autour, tous les déterminants de la santé. S'attarder vraiment aux stratégies de communication qu'on utilise d'auto-soin qui vont vraiment tenir compte de la race ou de la personne qu'on a en face de soi, et que finalement les algorithmes de traitement basés sur la race, noir, blanc, n'étaient pas nécessaires de suivre à la lettre comme on avait pensé. Mais aussi ce qu'il disait, c'était que vraiment il fallait se baser beaucoup sur la compliance du traitement, bien faire comprendre. Et j'ai eu beaucoup avec plusieurs patients aussi que c'est un traitement à vie. Ce n'est pas un traitement qu'on prend comme un antibiotique, qu'on prend pendant 1 semaine, 2 semaines, puis ma pression est contrôlée, puis c'est fini. Non, c'est vraiment un traitement à vie. Combien de patients, et c'est drôle parce que j'ai des patients qui me disent, est-ce que vous faites de l'hypertension? Non. Alors, je regarde leurs médicaments, mais en fait, ils ont 2, 3 médicaments pour l'hypertension. J'ai dit, mais vous avez des médicaments? Ah oui, mais je ne fais pas d'hypertension, elle est contrôlée. Alors, il faut vraiment bien comprendre qu'est-ce que les gens comprennent, hein. Donc, oui, c'est un traitement et qui est à vie, et qu'à partir du moment où il est contrôlé, la pression est contrôlée, on a quand même l'étiquette de personne hypertendue. Et pour finir aussi, je pense que ce qu'il disait, c'était important de favoriser la prescription de façon adéquate, c'est-à-dire non seulement le choix de la molécule, mais aussi la dose de la molécule qu'on a pour vraiment avoir un contrôle optimal de la pression artérielle. Voilà. Alors, merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ces explications sur la prévention et le traitement. Je vais me retourner vers le professeur Mbouyamba pour qu'il nous dise un peu au niveau du Congo, comment ça se passe. Je sais que, professeur, vous avez dit au début que l'accès au traitement est marginal. C'est les mots que vous avez utilisés. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'au Congo, est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu plus de la prise en charge de l'hypertension au Congo? Est-ce qu'il y a des lignes directrices? Est-ce qu'il y a des médicaments, des molécules précises qu'on utilise le plus? Ou est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ce que Dr Chaumienne vient juste de présenter? Merci.
Ah, on vous entend pas, je crois que votre micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? OK. J'ai beaucoup apprécié cette manière assez exhaustive de présenter la maladie hypertensive en montrant cette dichotomie au niveau racial avec cette hypertension volodépendante qui est chez les Noirs, qui explique en partie cette sensibilité au sel et cette rénine basse. C'est vrai, et ceci aussi s'est répercuté, bien entendu, sur les médicaments que l'on utilise, qu'on a préconisés pour pouvoir traiter les malades des races noires. On avait constaté que l'usage de monothérapie dans l'ensemble, en utilisant certains médicaments comme les inhibiteurs du système rénine et les antagonistes de l'angiotensine, et les bêta-bloquants étaient moins efficients lorsqu'ils étaient utilisés chez les Noirs hypertendus en monothérapie, que par contre les diurétiques et les vasodilatateurs, dont surtout les calcibloquants, étaient plus efficaces et donc étaient généreusement beaucoup plus utilisés. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, chez nous au Congo, c'est que nous préconisons et nous demandons aux médecins, aux praticiens, c'est de considérer que la plupart des malades qui nous viennent sont des malades à haut risque parce que l'hypertension est rarement isolée. Elle est souvent accompagnée d'autres facteurs de risque. Et puis, le malade n'ayant pas eu de symptômes pendant longtemps arrive le plus souvent au moment où il y a quelques symptômes, c'est-à-dire où souvent une complication s'est installée. Pour vous montrer cette difficulté, je voudrais évoquer ici une observation particulière dans le cadre de ce mois de mai-juin de MMM. Notre enquête MMM avait fait relever un fait particulier, que 36 personnes de ces 22 000 Congolais de Kinshasa déjà, qui avaient été 36% de ces personnes qui avaient été examinées gratuitement, prétendaient que c'était la première fois qu'ils avaient une prise de pression artérielle. Alors vous comprenez que si une telle population de personnes âgées d'au moins de 18 ans et plus, 36% sur 22 000, n'avaient jamais eu une pression artérielle mesurée, vous comprenez d'emblée quelle est la difficulté, même déjà dans une grande ville comme celle de Kinshasa, d'accès aux soins médicaux. Et donc, aujourd'hui, généralement, nous préconisons pour nos hypertendus qu'on utilise une association médicamenteuse qui a plus de chances de diminuer la pression, de contrôler la pression, surtout qu'elle est donnée d'une manière fixe en comprimé, combiné dans un seul comprimé pour que la prise soit facilitée, une seule prise par jour, 2 molécules au moins, pour être plus ou moins sûr que les malades vont être contrôlés. L'accès aux médicaments n'est pas très facile et les malades, les consultations ne sont jamais gratuites, le système d'assurance n'existe pas et le malade paye de sa propre poche. Et ce sont lui-même et ses parents qui doivent prendre en charge le coût de l'hypertension. Et dans ce cas-là, nous voulons avoir le bénéfice le plus sûr en donnant à l'individu les moyens qui, tout en étant
générique, mais étant combiné, peut permettre de pouvoir avoir un contrôle assez facile de la maladie hypertensive. Oui, j'ai été d'accord avec le problème de la prise en charge globale, de la prise en charge holistique du malade, qui devrait considérer toutes les possibilités des autres facteurs qui accompagnent l'hypertension. Une éducation du malade, une éducation du public. Chez nous au Congo, une maladie aiguë, ça se comprend. On l'accepte, on la soigne, parce qu'on sait qu'elle va guérir. Une maladie chronique, on n'y croit pas. On ne peut pas comprendre qu'il y ait une maladie qui ne guérisse pas et dont les causes peuvent être physiologiques ou environnementales. On pense surtout qu'il y a un sort très facilement jeté sur la personne. Et ceci arrive malgré la formation des individus. Vous trouverez les professeurs d'université qui abandonnent les médicaments et qui vont passer des veillées de prière parce qu'ils pensent que de cette manière, ils vont être exorcisés, etc., etc. L'éducation est importante. On essaie de pouvoir le faire, éduquer le malade lui-même, à prendre continuellement son médicament parce que l'hypertension est essentielle et incurable. Éduquer le professionnel de santé à éclairer le malade sur le fait que cette maladie n'est pas curable, avoir une position, une attitude positive, éclairer également les preneurs de décisions pour permettre, compte tenu du fait que la maladie est asymptomatique, qu'il y ait des possibilités de dépistage, si pas systématique, mais au moins opportuniste, c'est-à-dire de mettre dans les différents dispensaires et centres de santé un moniteur de pression artérielle, un tensiomètre, une balance pour pouvoir essayer de prendre cette pression artérielle et d'aider qu'on ne laisse pas l'hypertension évoluer jusqu'à exiger à cause des conséquences catastrophiques des prises en charge beaucoup plus onéreuses alors qu'on aurait pu, en la prenant en charge, en la détectant plus tôt, la soigner avec le moyen encore plus abordable. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que la discussion sur le traitement, on va peut-être probablement la continuer hors antenne aussi, c'est très intéressant. On va essayer d'évoluer un peu avec la discussion. Donc maintenant, on a une idée, je pense, assez claire de la prévention, du traitement d'hypertension artérielle comme elle se fait, je dirais, en Amérique du Nord et au Congo avec toutes les réalités qu'il y a d'un côté comme de l'autre. Donc, on comprend très bien que l'hypertension, c'est une maladie chronique, une maladie à vie, mais qui est traitable. Donc, on peut vivre avec cette maladie. Mais on comprend aussi, je pense, professeur Mouillard, vous l'avez déjà un tout petit peu évoqué, que pour qu'une personne puisse suivre le traitement, et je pense qu'il est préférable qu'elle ait un certain niveau, je dirais, de littératie en santé, qu'elle comprenne un peu de ce dont on parle et qu'elle accepte. Et malheureusement, on sait que les croyances, les idées reçues peuvent avoir un impact négatif sur le respect du traitement. Donc, maintenant, en fait, je veux venir à parler du sujet des idées reçues, de toutes ces croyances autour de l'hypertension artérielle dans les communautés noires. Et pour cela, je vais me tourner d'abord vers Dr Mbala. Dr Mbala, est-ce que dans votre pratique, vous pouvez nous dire peut-être quelques idées reçues que vous avez entendues le plus souvent de vos patients venant des communautés noires? Ah, on ne vous entend pas. Je crois que le micro est fermé. Oui, effectivement, travaillant dans Vanier, Ottawa, j'ai beaucoup de communautés multiculturelles et beaucoup de Noirs qui sont mes patients et je fais face à cette résistance-là
comme les interlocuteurs précédents l'ont dit, face à des patients qui ils acceptent parfois la maladie et puis à un moment donné, ils la rejettent. Et à un moment donné, ils disent, comme tout le monde sait que l'hypertension artérielle est appelée le tueur silencieux, on continue à fonctionner, mais la maladie fait des dommages dans le corps, les gens se disent pas malades. Et à chaque visite, je prends la pression artérielle et elle est à 160 sur 100, 160 sur 98. Je pose la question à mon patient, quelle était la dernière fois que vous aviez pris vos médicaments? J'ai arrêté les médicaments il y a 3 mois. J'ai arrêté les médicaments il y a 5 mois. Pourquoi les avez-vous arrêtés? J'ai été en Afrique, on m'a demandé de prendre une racine, de prendre telle tisane, c'est celle-là qui va aider. Je vais repasser le même message d'éducation, le même message de conseil, le même message de facteurs de risque et des complications. Je vais refaire une prescription à mon patient et je vais lui demander de revenir dans 1 mois. Il ne reviendra pas dans 1 mois, pas pour tous, mais pour la plupart. Et ils reviendront après 3 mois, 6 mois, et ça sera la même chose. Je dois réexpliquer encore les mêmes affaires, mais l'éducation de nos patients est très, très, très importante. Ils ne croient pas en la maladie, ils disent que l'hypertension artérielle peut exister, mais elle n'existe pas parce que je n'ai aucun symptôme. C'est la première chose qu'ils disent, je n'ai aucun symptôme, donc je ne suis pas hypertendue. Ça, c'est la grosse chose. La deuxième chose, le professeur l'a dit, les gens préfèrent aller dans les églises prier en espérant que la prière va traiter et guérir l'hypertension artérielle. Après 3, 4, 5 visites, quand je revois mes patients avec le même discours, j'avoue qu'il y a certains qui acceptent finalement à prendre les médicaments et qui sont compliants. Et il faut donc être agressif dès le début du diagnostic et dire aux patients, les valeurs sont là, on veut que ça soit là. C'est certain qu'on ne veut pas que ça tombe trop bas et que vous ayez des symptômes d'hypotension artérielle, mais je veux que ça soit à tel niveau. La deuxième chose qui est difficile, c'est comme le patient n'a pas cette machine pour prendre la pression artérielle régulièrement à la maison, le patient ne fait confiance qu'à la machine qui est au bureau du médecin. Et puis, il va dire, oui, généralement, quand je vais voir le médecin, ma pression est élevée, mais généralement, ma pression est basse. Elle est basse, oui, mais avez-vous des valeurs de pression artérielle à la maison? Il n'y en a pas. À ce moment-là, encore, il faut faire un autre message et conseil pour dire, si vous pouvez investir dans une machine qui n'est pas nécessairement chère, mais qui est efficace, ça permettra de l'emmener la prochaine fois au bureau. Comme ça, on compare les chiffres et on va aller de l'avant. Donc, il y a beaucoup de résistance et il y a beaucoup de déni de la part des patients qui, d'une manière ou d'une autre, ils ont difficile à accepter ce diagnostic d'hypertension artérielle et d'être, la deuxième chose, compliant aux médicaments. Il y a un autre facteur qui joue aussi, c'est le manque d'assurance médicamenteuse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une assurance médicamenteuse, ce qui fait que se payer les médicaments quand il y a certaines priorités, donc on met le médicament en second plan, ou bien on dit, bon, si je ne prends pas pendant 1 mois, ça ne va rien changer. Ça aussi, c'est la façon dont les patients réagissent vis-à-vis de la médication et de la compliance.
Mais en tant que médecin de famille, on s'assure que chaque fois en sortant, on a remis le même sujet, on a remis les mêmes conseils pour que le patient puisse, à un moment donné, être conscient et se prendre en charge comme il faut. Merci, docteur Mbala. Je vais retourner vers le professeur Mbouyamba pour lui demander si, dans sa pratique en République démocratique du Congo, il remarque la même chose quant aux idées reçues. Docteur Mbala a parlé du recours à la prière, vous en avez aussi parlé, du fait que le patient n'accepte pas le diagnostic, pense que ce n'est pas une maladie parce qu'il n'y a pas de signes clair physique. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez déjà entendues comme idées reçues à part ce dont docteur Mbala vient de parler? Ah non, on ne vous entend pas. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Oui. Effectivement, il y a 2 ou 3 petites choses que je pourrais encore dire. Le manque de contrôle vient de cette résistance et même de ce déni chez la plupart des malades. Le manque peut provenir également de l'inertie de prestataires de soins qui ne comprennent pas qu'ils peuvent réadapter souvent le traitement. Il est clair que la monothérapie n'est pas efficace comparativement à une double, voire même une triple thérapie. Mais souvent, nous avons chez nous des malades, des personnels, médecins ou infirmiers qui reçoivent le malade et qui lui posent la question « Combien de temps êtes-vous sous traitement ?» Mais ça fait 3 mois. Non, vous avez pris suffisamment de produits, attendez. Il faudra quoi. Mais il ne sait pas parce que la pression artérielle est à la cible qui avait été voulue, il pense qu'il faut arrêter. Mais quand on arrête, elle va remonter et l'individu reviendra à son risque antérieur. Donc, cette inertie du médecin peut entretenir le manque de contrôle de la pression artérielle. D'autre part, chez nous, je l'ai dit, le malade doit acheter des médicaments. Il arrive parfois qu'un malade vienne à ma consultation 1 mois plus tard, je lui demande, mais oui, vous avez fait, avez-vous acheté votre produit, vous avez pris pendant combien de temps? Non, docteur, je m'arrangeais d'abord à avoir la somme nécessaire pour venir payer la consultation. Et donc, j'achèterai le médicament. Donc, vous me payez d'abord moi avant de payer votre propre médicament qui doit vous soigner. Et donc, ça, ce sont des choses qui arrivent tout simplement parce que l'accès aux médicaments n'est pas non plus facile. Vous pouvez aussi penser au traitement traditionnel. Nous avons été assez heureux de constater que la vague de COVID qui a été pensée être un ouragan pour nous en Afrique, compte tenu de nos systèmes de santé, n'a pas fait autant de ravages qu'on les redoutait parce qu'on a eu parfois recours aux vieilles recettes des grands-mères. Mais dans le cadre de la maladie hypertensive, je n'ai pas la chance d'avoir rencontré un praticien capable de me donner une prise en charge correcte de l'hypertendu. Ils le prétendent. Je soigne le diabète, l'hypertension, les hémorroïdes. Mais finalement, quand il vient, nous avons tenté à l'université de Kinshasa par 3 fois à incorporer un praticien dans notre équipe de soins. Mais ça a toujours été un fiasco. Oui, ici nous parlons de l'hypertension chez la femme. J'aimerais quand même dire que il y a, avec l'utilisation, la maladie elle-même déjà, et l'utilisation de médicaments, quelque chose qui est un privilège
pour la femme parce que ça ne sera pas une des causes de l'abandon du traitement. Les effets secondaires de médicaments antihypertenseurs, pour l'homme, c'est parfois catastrophique. Lorsque vous avez prescrit des médicaments antihypertenseurs, un diurétique, un antihypertenseur central chez un médicament, chez un malade, et qu'il revient avec des troubles de la libido, c'est très difficile que tu les convainques de pouvoir rentrer, d'avaler encore une quelconque molécule. Et ça, c'est aussi un élément, mais chez l'homme, chez la femme, ce n'est pas aussi remarquable que cela, et les médicaments peuvent être utilisés beaucoup plus efficiemment. Oui, vous allez me dire que l'essentiel de la prévention secondaire qui vient avec la prise en charge de l'hypertension vient de l'abaissement de la pression artérielle. Et donc, n'importe quel moyen qui peut, d'une manière continue, abaisser la pression artérielle, ben, nous les préconisons, nous devons l'accepter parce que l'essentiel de bénéfices qu'on va tirer est lié à l'abaissement de la pression. Si les méditations à l'église abaissent la pression, eh bien, nous devons l'encourager. Mais ça baissera pendant combien de temps? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les idées reçues, il y en a. Les conceptions fallacieuses, c'est abondant chez nous. Et je vous ai dit que ce n'est pas seulement la personne la moins éduquée qui est concernée. Non, chez nous, c'est la plupart. C'est la plupart, surtout, on appelle l'hypertension, le diabète, etc., maladie de la civilisation, comme si elles n'ont jamais existé avant que la civilisation occidentale n'ait pris pignon dans nos villages et dans nos villes. Et alors, à ce moment-là, vous comprenez, on n'y croit pas. On va essayer par l'éducation revenir. Donc, sur les médias, dans les églises, à l'hôpital, on tente d'apporter une éducation aux malades, à sa famille, à tous ceux qui les accompagnent. Et une chose que nous faisons avec la Ligue congolaise contre l'hypertension, c'est d'envoyer quelques-uns de nos adeptes dans les écoles primaires à enseigner, donner quelques conférences aux enfants sur l'hypertension et leur dire, par exemple, voilà qu'est-ce qui peut causer la maladie. Passer au niveau de la radio nationale pour parler de certains facteurs de risque. Par exemple, je vous en donne un. Pour lutter contre les déficits en iode, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute l'iode au sel. Et on vante à longueur de journée. Manger du sel. Le sel actuel, il faut le manger parce que ça vous protège contre des déficits en iode. Ainsi, on déshabille un saint inconnu pour pouvoir habiller Saint-Pierre. Parce qu'après avoir consommé suffisamment de ce sel, eh bien, c'est l'hypertension qui va s'installer. Nous devons donc donner l'éducation, non seulement à la population, et même à tous ceux qui prennent les décisions pour qu'ils sachent aussi quelles décisions prendre pour pouvoir aider la population à ne pas tomber dans les travers et souffrir de cette maladie, qui est réellement un fléau des temps modernes. Merci beaucoup, professeur. Donc, je pense qu'on comprend très bien qu'il y a un grand besoin pour plus d'informations pour les patients et aussi plus de recherche sur l'hypertension artérielle dans les communautés noires de façon générale. Et là, en termes de recherche, je vais me retourner vers Dr Chaumienne pour qu'elle nous parle un peu du travail de la chaire en lien avec l'hypertension artérielle. Le micro est fermé. Oui, peut-être une chance que vous n'ayez pas entendu. Bien, les travaux de la chaire de recherche qui sont sur les migrants d'Afrique subsaharienne aimeraient bien inclure l'hypertension et tellement d'autres maladies chroniques qui sévissent des fois, souvent de
de façon plus précoce et plus agressive dans les communautés noires. On parle, bon, il y a l'hypertension, il y a le cancer de la prostate, il y a le cancer du sein, il y en a bien d'autres. Et je peux pas malheureusement tout faire. Pour l'instant, je me concentre sur la santé mentale et sur la périnatalité dans les communautés noires ici à Ottawa puis au Canada. On progresse. On progresse aussi sur comment récolter justement dans les bases de données administratives. Vous disiez plutôt, professeur, que vous n'aviez pas de données nationales, statistiques sur l'hypertension en RDC. Mais nous n'avons pas ici au Canada non plus de données où les populations noires sont identifiables non plus. Alors, c'est un immense manque, donc on n'est pas capable vraiment de dire de façon très précise quelle est la prévalence exacte de l'hypertension chez les Noirs, quelle est la prévalence exacte de l'incidence du cancer du sein, du cancer de la prostate dans les populations noires au Canada. Donc, tout ça, à moins de faire des contorsions catastrophiques au point de vue des bases de données, apparier les bases de données, on n'a pas ces données-là. Alors là, dans un des projets que je fais, justement, je travaille sur comment, dans les hôpitaux, on va commencer à recueillir les données basées sur la race et l'ethnicité afin de pouvoir justement documenter ce qui se passe exactement, par exemple, pour la périnatalité, les complications chez les femmes de la communauté noire, quelles sont-elles exactement pour savoir est-ce qu'il y a des différences dues au système, est-ce qu'il y a des différences inhérentes, etc. On a besoin de chiffrer tout ça pour pouvoir agir. Si on n'a pas les chiffres, les politiques ne vont pas suivre, ça c'est clair. Donc c'est vraiment là-dessus sur lequel on travaille et je pense que ça va aider. On a tenté de le faire juste pour la francophonie, on n'a pas été capable. J'espère qu'on va être capable de le faire pour la communauté noire. C'est important. Je voudrais juste, parce qu'on parlait justement du diagnostic de la pression artérielle et on recommande de plus en plus, bon, c'est certain que c'est pas encore, certainement pas accessible en Afrique, c'est pas accessible non plus pour tout le monde ici, mais on recommande vraiment de faire la prise de pression ambulatoire sur 24 heures afin de pouvoir détecter cette partie nocturne où souvent la pression s'élève et on ne la prend jamais à ce moment-là. Hein. On la prend matin, midi, soir, couché, mais pendant la nuit, on ne sait pas. Or, les accidents vasculaires cérébraux, c'est souvent pendant la nuit, les infarctus, c'est souvent pendant la nuit. Alors de prendre, malheureusement ici non plus, ce n'est pas couvert à moins qu'on ait une assurance, ça coûte 100 $ pour le faire. Mais je pense que si, et souvent dans ce que je connais des traitements traditionnels, souvent c'est que ça coûte aussi cher que des médicaments, des fois, si ce n'est pas plus cher. Alors s'ils sont capables d'aller payer je ne sais pas quoi, je parle du Canada, tu sais, et puis nous aussi, ils vont acheter des millions de vitamines pensant que ça va régler tous leurs problèmes, et ça coûte excessivement cher, mais peut-être mettre de l'argent de côté pour payer ça pour une fois, pour voir justement qu'est-ce qui se passe pendant la nuit. Puis peut-être que ça pourrait leur faire peur, ou peut-être que ça démontrait que même en étant traité, on n'est pas traité pendant cette période nocturne qui est vraiment, disons, vitale. Alors, c'est ça. Donc, pour la chair, j'en ai pour 3 ans encore ou 2 ans, mais il y a beaucoup de travail à faire. On travaille sur beaucoup de sensibilisation aussi, comme vous. Là, on travaille beaucoup sur la drépanocytose au Canada, qui est très peu connue et que les médecins manquent. Alors, donc, on en parle. Et donc, on fait ce genre de sensibilisation autant que faire se peut auprès de nos professionnels de santé. Merci beaucoup, Dr. Chaumière. Donc, à part, on a beaucoup parlé du besoin d'information, du besoin d'avoir accès à des ressources. Maintenant, on sait aussi du côté de la recherche. Bon, la recherche arrive, c'est ce que moi je retiens. Donc, la dernière question que j'aimerais poser, c'est justement en lien avec les ressources disponibles dans la communauté pour les personnes hypertendues. Je vais peut-être retourner alors d'abord vers le Dr. Mbala. Quel genre de ressources, si le patient a besoin d'informations sur la maladie, s'il a besoin d'informations, je ne sais pas, accès aux services, quel genre de ressources existent ici au Canada pour les patients hypertendus? C'est certain que
tout patient, malheureusement, n'est pas connecté à un médecin, à une infirmière ou bien à un professionnel de la santé, ce qui fait que parfois, on est limité par ça. D'abord, l'accessibilité. Parce que pour qu'un patient soit conscient qu'il est hypertendu, il faut que quelqu'un ait pris sa pression artérielle au moins une fois. On n'a pas assez d'infirmières praticiennes, on n'a pas assez de médecins de famille. Pour ceux qui sont en contact avec les professionnels de la santé, il y a l'information qui est donnée généralement dans les bureaux de médecins. Il y a des pamphlets qui sont là. Et on recommande aussi également aux patients de voir avec son pharmacien dans la communauté s'il peut avoir d'autres ressources. Il y a des services communautaires aussi qui existent où il y a aussi de l'information concernant l'hypertension artérielle. Mais avant cela, il faut que le patient lui-même soit conscient d'abord ou que son membre de famille, son père, son oncle, sa tante ait une hypertension artérielle pour pouvoir dire que je vais aider cette personne-là. Parce qu'on a des patients parfois qui amènent leurs parents âgés et qui, on leur parle de l'hypertension artérielle, mais parce que le parent a 75 ans ou 80 ans, ils disent, mais il a toujours vécu comme ça, pourquoi on en parle aujourd'hui? Donc, ce travail d'éducation doit être fait. Et j'ai aimé le message qu'on a dit qu'il faut que ça soit fait dans la culture du patient. Parce que si on vient lui donner des algorithmes qu'il ne comprend pas dans sa propre culture, il ne va pas accepter ça. Il faut qu'il soit conscient que cette pression artérielle est élevée. À ce moment-là, il faut agir dessus. Les ressources sont à travers le médecin de famille, le professionnel de la santé ou encore les services communautaires. Ça, c'est la première chose. Si vous demandez à votre patient aujourd'hui, allez sur Google et tapez hypertension artérielle Canada, assurez-vous, il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça parce que ce n'est pas dans sa priorité. Donc, malheureusement, on n'a pas ce travail de vulgarisation que les patients peuvent avoir dans leur communauté respective, surtout ceux qui vont généralement dans les églises pour dire que faites attention, il y a telle chose, c'est une hypertension artérielle. Ça, il n'y a pas dans les églises, il n'y a pas dans certaines communautés et on est coincé. On est coincé. Donc, à part, pour résumer, je dirais, à part le médecin, l'infirmière qui est au bureau, à part la pharmacienne et certains services communautaires où ils sont quand même organisés, le patient se retrouve tout seul. Merci, Dr. Mbala. Donc, avant de peut-être repasser la parole, peut-être une minute à Dr. Chaumienne et peut-être une minute au professeur pour pouvoir commenter un peu sur les ressources, juste une minute chacun. Je dis une minute parce qu'on a dépassé le temps qu'on avait prévu, déjà 2 minutes, donc je me dis on peut prendre une minute pour répondre et puis ensuite on pourra prendre peut-être 1-2 questions avant de clôturer. Donc, je voudrais demander à Dr. Chaumienne, est-ce que vous avez d'autres ressources que vous conseillerez aux patients ici? Non, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Dr. Mbala. Je pense que c'est important que ce soit des stratégies qui sont adaptées aux communautés qu'on va desservir. Je pense que la santé publique a réalisé avec la COVID et les vaccins à quel point il est important que ce soit du face-à-face et non pas des pamphlets ou des papiers qu'on donne. Il faut que ce soit du face-à-face avec des gens de la même culture, si possible, qui viennent faire la sensibilisation. Donc, il faut vraiment adapter nos stratégies de sensibilisation. Merci. Et, professeur Mouyamba, est-ce que vous avez un commentaire additionnel à faire à ce sujet? Vous entendez? Oui. J'étais même surpris de constater que
même ici, on a ces mêmes difficultés chez nous. C'est le médecin, l'infirmier, le prestataire de soins. Mais nous avions à un moment donné, dans le cadre des soins de santé primaire, l'agent communautaire, qui était n'importe qui pouvait aider dans ce qui concerne les maladies non transmissibles. Mais cet agent communautaire est déjà lui-même dépassé par les maladies transmissibles qui sont la choléra, la tuberculose, etc., les maladies de main sale. Et il considère souvent que c'est une surcharge de travail qu'on lui impose et surtout qu'elle n'est même pas rémunérée. Et donc, en dehors du prestataire de soins médecins, infirmiers, nous n'avons pas réellement des ressources pour ça. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, j'aime bien la partie où tout le monde a parlé un peu de l'approche culturellement adaptée, parce que quand on regarde les croyances et tout, et on voit aussi qu'il y a beaucoup de place, ça c'est moi c'est ce que j'entends, il y a beaucoup de place pour les organismes communautaires pour pouvoir peut-être essayer d'accompagner cet effort d'amener l'information aux personnes qui en ont besoin, au lieu de leur demander d'aller chercher l'information. Donc, peut-être c'est quelque chose dont on pourra peut-être discuter un tout petit peu plus tard. Donc, merci beaucoup pour cette discussion très intéressante et instructive. Ce n'est pas encore fini, par contre. Je vais repasser la parole à Délie pour peut-être une ou deux questions, vu qu'on a un tout petit peu dépassé le temps qu'on s'était fixé. Merci. Oui, merci Anifa, merci à nos panélistes pour cette belle discussion. Je crois que je vais juste aller avec une question parce qu'on est vraiment en dehors du temps qui nous était imparti. Et on s'excuse pour cela. Les autres questions qui ont été posées, on va les envoyer chez les panélistes. J'aimerais juste terminer avec le prof Mbouyamba. Une question du public. L'hypertension systolique isolée. Vous avez parlé des chiffres intentionnels. On parle de l'hypertension quand les chiffres sont de 140 sur 90. Que diriez-vous d'une personne qui a une tension systolique isolée? La systolique est élevée et la diastolique, elle est normale. Est-ce dangereux? Qu'est-ce que vous nous dites? On vous entend. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. L'hypertension artérielle systolique, elle vient le plus souvent chez des personnes assez âgées. Et à un moment donné, on pensait que c'était un phénomène de compensation pour la rigidité des artères. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'elle est aussi associée à un phénomène de morbimortalité élevée par rapport aux personnes qui ont une hypertension et une pression artérielle normale. Il existe d'ailleurs des études qui ont été faites à ce sujet et qui ont montré un bénéfice de l'utilisation notamment des inhibiteurs calciques dans le traitement de cette entité nosologique qui est l'hypertension systolique isolée. Et il faut la soigner. Bien entendu, il faut être sûr qu'elle existe. En d'autres termes, il faut avoir identifié cette élévation à plusieurs occasions. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais juste demander à l'audience, ceux qui sont avec nous sur Zoom, est-ce que quelqu'un a une question à poser avant qu'on puisse clôturer? Je constate qu'il n'y a pas de questions dans l'audience. Anifa, on devra clôturer. Merci beaucoup. OK, merci. Donc, on arrive à la fin de cette conférence qui portait sur l'hypertension artérielle de la femme. Au nom du réseau des femmes congolaises, je voudrais commencer par remercier les panélistes d'avoir accepté de partager leur riche expérience et connaissances avec nous aujourd'hui. On a certainement beaucoup appris de toutes ces discussions et je voudrais aussi bien sûr remercier chacun et chacune des personnes dans l'audience qui ont pris ce temps pour pouvoir se joindre à nous.
À partir de demain dimanche, on continue avec le mois de la RDC au Canada et à partir de demain, c'est la semaine de l'intégration économique et professionnelle qu'on commence. Donc, on peut trouver toutes les informations nécessaires pour les activités que nous aurons la semaine prochaine à travers nos différents réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup. Je m'arrête ici. Et encore une fois, merci et bonne soirée à toutes et à tous. Merci infiniment. Bonsoir. Merci. Bon retour au Congo. OK. C'était un plaisir.